15h47, le 12 mars 1944. Le lieutenant américain Robert Patterson n'en croyait pas ses yeux. Alors qu'il franchissait le portail 9 du Stalag Luft 3, il avait entendu dire que les nazis étaient des monstres brutaux. Il s'attendait à de la boue, du chaos, du froid. Au lieu de cela, il vit devant lui des baraquements agencés avec une précision chirurgicale, formant des angles de 90 degrés parfaits. Un système de drainage complet, empêchant la moindre flaque d'eau de se former, des allées en béton entre chaque bâtiment, un éclairage électrique dans chaque baraquement, un système de chauffage fonctionnel en plein mois de mars, lorsque le Hauptmann Klaus Müller, ingénieur allemand, lui montra les plans techniques du camp, 347 pages de plans de construction détaillés. Patterson commença à comprendre. Les Allemands ne construisaient pas seulement des prisons. Ils construisaient des chefs d'œuvre de l'ingénierie allemande. Même pour leurs ennemis, l'histoire ne commence pas avec la captivité. Elle commence avec une attente. Patterson, comme des milliers de pilotes alliés, avait entendu parler des camps de prisonniers de guerre. La propagande britannique évoquait des trous noirs, la faim, le froid, la mort. La réalité qu'il découvrit allait ébranler toute sa vision du monde. Car ce qu'il ignorait, ce que personne ne lui avait dit, c'est que l'Allemagne prenait la Convention de Genève très au sérieux, et quand l'Allemagne prenait quelque chose au sérieux, c'était mis en œuvre avec une précision allemande, une ingénierie allemande, une perfection allemande, l'attente, la mort et la misère. Lorsque le B-17 de Patterson fut abattu au-dessus de Schweinfurt le 8 mars 1944, il pensa que sa vie était finie, pas à cause de l'attaque elle-même. Il avait réussi à sauter en parachute. Non, il pensait qu'il allait mourir en captivité allemande. Ses officiers de briefing lui avaient dit « Si les Allemands vous attrapent, n'attendez aucune pitié, n'attendez aucune civilisation. Vous êtes un pilote terroriste à leurs yeux. » 3 jours plus tard, après avoir été transporté à travers la moitié de l'Allemagne, il se tenait devant les portes du Stalag Luft 3, près de Sagan, à environ 160 km au sud-est de Berlin. Il était épuisé, il avait peur, il tremblait de froid, car le mois de mars 1944 était glacial, avec des températures avoisinant les -5 degrés Celsius. Mais lorsque les lourdes portes en bois s'ouvrirent, fabriquées en pin de la Baltique avec des charnières allemandes qui ne produisaient aucun grincement, il vit quelque chose que son cerveau ne pouvait pas traiter. Le premier moment, l'incrédulité. « Ça doit être un truc », murmura Patterson à son camarade. Le lieutenant James Murphy, qui se tenait à côté de lui. Devant eux s'étendaient des baraquements parfaitement alignés, pas n'importe quel baraquement. Des baraquements allemands, 60 mètres de long, 12 mètres de large, construits exactement selon les normes DIN allemandes. Construction à double paroi pour l'isolation, un espace d'air de 15 cm entre les murs pour une isolation thermique supplémentaire. Toits en barre d'eau, avec une inclinaison de 35 degrés, pour une évacuation optimale de la neige et de l'eau de pluie. Patterson était lui-même ingénieur en construction. Avant la guerre, il avait étudié à l'université Cornell. Il reconnut immédiatement. Ce n'était pas une construction improvisée, c'était de l'ingénierie allemande à l'état pur. Chaque baraquement reposait sur des fondations en béton, de 40 cm de profondeur, pour prévenir les dégâts causés par le gel. Les fenêtres, à double vitrage, laissaient entrer la lumière, mais retenaient la chaleur. Les portes se fermaient parfaitement. Pas de courant d'air. « Guten Tag », dit le Hauptmann Klaus Müller dans un anglais parfait. L'officier allemand du camp avait lui-même été ingénieur. Avant la guerre, il avait étudié la construction de ponts à Munich. « Bienvenue au Stalag Luft 3. Je vais vous faire visiter notre camp. Vous verrez. Nous respectons la Convention de Genève. Mais plus que ça, nous construisons selon les normes allemandes. À cet instant,
commença pour Patterson un voyage qui allait complètement changer sa vision de l'ennemi, de l'Allemagne, de l'ingénierie, le système de drainage, un miracle technique. La première étape de la visite de Müller fut inhabituelle. Pas les baraquements, pas la cuisine. Il conduisit Patterson vers un fossé de drainage. Voyez ça. Dit Müller en montrant un système de canaux en béton parfaitement aligné qui courait entre tous les baraquements. Nous avons posé 4,7 km de canaux de drainage. Chaque canal a une pente de 2% exactement. Ni plus, ni moins. Cela garantit qu'il n'y a pas d'eau stagnante, pas de flaques, pas de boue, pas de maladie. Patterson s'agenouilla et inspecta le canal. Précision allemande. Les bords du béton étaient parfaitement coulés, lisses, sans fissure. La pente était exacte. Il comprit immédiatement. Ce n'était pas seulement pratique, c'était un signe. Les Allemands montraient que, même en construisant un camp de prisonniers, ils avaient des normes plus élevées que la plupart des camps militaires alliés. Nous avons utilisé 127 tonnes de béton, continua Müller, une certaine fierté dans sa voix. 8500 heures de travail. 34 ingénieurs allemands ont planifié ce système. Pourquoi ? Parce que la Convention de Genève exige des conditions hygiéniques, et les conditions hygiéniques commencent par un sol sec. Murphy, qui se tenait à côté de Patterson, murmura « Notre camp au Texas n'avait même pas de système de drainage. Sous la pluie, nous avions de la boue jusqu'aux chevilles. » Patterson acquiesça silencieusement. Il ne pouvait pas le dire à voix haute. Pas encore. Mais il le pensait. Les Allemands traitaient leurs ennemis mieux que l'Amérique ne traitait ses propres soldats, les baraquements, plus que de simples bâtiments. L'étape suivante choqua Patterson encore plus. Müller le conduisit dans le baraquement 104. À l'intérieur, Patterson ne trouva pas l'enfer qu'il attendait. Il trouva l'ordre allemand. Chaque baraquement était divisé en 15 pièces. Chaque pièce abritait 8 hommes. Pas 20, pas 30, comme il le craignait. 8. Cela correspondait exactement aux exigences de la Convention de Genève d'au moins 9 mètres cubes d'air par prisonnier. Les Allemands avaient prévu 10 mètres cubes par homme. Les lits étaient superposés, mais pas n'importe lesquels. Bois de pin allemand, solidement construit, avec des sacs de paille qui étaient changés mensuellement. Chaque prisonnier avait une couverture en laine, de qualité militaire allemande, pas usée, pas déchirée, neuve. Le système de chauffage, dit Müller en montrant un poêle en fonte au milieu de la pièce, est alimenté au charbon. Nous garantissons une température minimale de 15 degrés Celsius, même au plus profond de l'hiver. C'est 5 degrés de plus que ce que la Convention de Genève exige. Patterson toucha le poêle. Il était chaud. C'était mars. Il faisait encore froid dehors. Mais ici, à l'intérieur, c'était supportable. Plus que supportable. C'était agréable. Les fenêtres. Müller en ouvrit une. Vous pouvez vous-même ouvrir et fermer. L'air frais est essentiel pour la santé. Nous avons 3200 fenêtres dans ce camp, chacune de qualité allemande, à double vitrage. Patterson alla à la fenêtre et l'inspecta. Artisanat allemand. Les charnières étaient en acier, pas en fer, ne rouilleraient pas. Les joints étaient en caoutchouc, empêchaient les courants d'air. Le vitrage n'était pas parfaitement transparent, mais fonctionnel. Il estimait que ces fenêtres étaient de meilleure qualité que celles de sa propre maison à Ithaca, dans l'État de New York. « Pourquoi » demanda Patterson soudainement. « Pourquoi tant d'efforts ? Pourquoi cette ingénierie allemande de pointe pour nous ? Pour vos ennemis ?» Müller le fixa longuement, puis il dit doucement « Parce que nous sommes Allemands, nous ne construisons pas de mauvaises choses, même pas pour nos ennemis. Ce serait contre notre nature. Le système sanitaire, l'hygiène comme priorité absolue. » La révélation suivante eut lieu lors de l'inspection des installations sanitaires.
Patterson s'attendait à un trou dans le sol, peut-être à des latrines comme au Moyen-Âge. Au lieu de cela, Müller le conduisit à un bâtiment séparé de 30 mètres de long, spécialement construit pour l'hygiène. À l'intérieur, 60 toilettes, pas des trous, de vraies toilettes, en céramique allemande, avec chasse d'eau. Un système d'égout complet, 8 km de tuyaux menant à une station d'épuration à 2 km du camp. Nous avons fait venir des plombiers allemands de Berlin, expliqua Müller. L'installation a duré 6 mois. La Convention de Genève exige des installations hygiéniques, mais nous sommes allés plus loin. Nous avons également installé 40 douches avec eau chaude. De l'eau chaude? Patterson ne put cacher son incrédulité. Oui, chauffé par le même système de charbon qui chauffe les baraquements, chaque prisonnier peut prendre une douche chaude de 10 minutes une fois par semaine. Ce n'est pas du luxe, c'est la norme d'hygiène allemande. Patterson ouvrit un robinet. De l'eau chaude en sortit. Il y mit sa main dessous. Ce n'était pas brûlant, mais suffisamment chaud. Environ 35 degrés Celsius, estima-t-il, suffisant pour une douche convenable. Il se souvint de son entraînement à Camp Kilmer, dans le New Jersey, en 1943. Là-bas, ils avaient de l'eau froide, toujours froide, même en hiver. Ici, dans un camp de prisonniers de guerre allemands, ils avaient de l'eau chaude. Le savon, ajouta Müller, provient des colis de la Croix-Rouge. Mais si les colis n'arrivent pas, nous fabriquons nous-mêmes du savon, à partir de graisse animale et de lessive de soude, du savon de guerre allemand. Mais il fonctionne. Patterson prit un morceau de savon allemand. Il ne sentait pas bon, mais il était fonctionnel, et il était là. Les Allemands veillaient à ce que leurs prisonniers puissent rester propres. Le système électrique, la lumière dans l'obscurité. L'après-midi, vers 16h30, alors que le soleil de Mars était bas, Müller conduisit Patterson à la centrale électrique du camp. Un bâtiment séparé, de 20 mètres sur 15, abritant un générateur diesel. Ingénierie allemande de pointe, dit Müller avec une fierté non dissimulée. Un générateur diesel Daimler-Benz, d'une puissance de 150 kW. Il alimente tout le camp en électricité. Chaque baraquement a 12 ampoules, de 40 watts chacune. Cela fait 8640 ampoules dans tout le camp. Patterson, l'ingénieur, fit rapidement le calcul dans sa tête. 8640 ampoules multipliées par 40 watts. Cela faisait 345 600 watts. Environ 346 kW rien que pour l'éclairage. Plus les pompes du système de chauffage, les pompes à eau, les systèmes de refroidissement. Le générateur devait pouvoir fournir au moins 400 kW. Le générateur ne fonctionne pas tout le temps, expliqua Müller. Comme s'il avait lu dans les pensées de Patterson, nous avons des batteries de stockage, 80 batteries au plomb, de fabrication allemande Varta. Elles stockent l'énergie pour la nuit. Le générateur fonctionne 8 heures par jour, recharge les batteries. Et les batteries alimentent le camp les 16 heures restantes. C'est plus efficace que la plupart des installations militaires américaines, murmura Patterson. Müller sourit. Nous sommes en guerre. Les ressources sont rares. L'efficacité allemande n'est pas facultative. Elle est vitale. Mais même pour vous, nos prisonniers, la lumière est importante. La lumière signifie la dignité. La lumière signifie que vous pouvez lire, écrire, vivre humainement, même en captivité. À ce moment-là, Patterson comprit quelque chose de fondamental. Les Allemands ne les considéraient pas comme des sous-hommes. Ils les considéraient comme des soldats prisonniers qui méritaient le respect. Et ce respect se manifestait dans l'ingénierie allemande de pointe, la cuisine, la précision industrielle au service des besoins humains. La plus grande surprise eut lieu lors de l'inspection de la cuisine. Müller conduisit Patterson à un bâtiment massif de 50 mètres de long sur 20 de large, le plus grand de tout le camp après les baraquements. À l'intérieur,
Patterson trouva une cuisine industrielle qui ferait verdir de jalousie n'importe quel restaurant à Paris. 4 immenses fourneaux à charbon allemand, chacun de 3 mètres de long, 12 chaudières gigantesques en acier Krupp, chacune d'une capacité de 400 litres. Un système de ventilation complet qui évacuait la fumée et la vapeur vers l'extérieur. « Nous cuisinons pour 10 000 hommes », dit Müller. « Cela exige une organisation allemande. Chaque jour, nous préparons 30 000 repas. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. » Patterson regarda des cuisiniers allemands et des aides britanniques prisonniers de guerre travailler ensemble. Les Allemands donnaient des instructions. Les Britanniques exécutaient. Mais ce n'était pas du travail d'esclaves. C'était de la coopération. La Convention de Genève, poursuivit Müller, exige 2000 calories par jour et par prisonnier. Nous en fournissons 2200. Pas beaucoup, mais plus que le minimum. Les colis de la Croix-Rouge ajoutent 1500 calories supplémentaires. Au total, 3700 calories. C'est plus que ce que beaucoup de civils allemands reçoivent aujourd'hui. Patterson savait que Müller disait la vérité. La guerre de bombardement alliée avait détruit les chaînes d'approvisionnement allemandes. Les civils allemands souffraient de la faim et pourtant, la Wehrmacht veillait à ce que les prisonniers de guerre reçoivent suffisamment de nourriture. Un sergent britannique, qui travaillait dans la cuisine, s'approcha de Patterson. « Écoutez, mon vieux, dit-il doucement, j'étais sceptique au début, mais les Allemands, ils prennent l'hygiène au sérieux. Chaque matin, ils inspectent la cuisine, chaque couteau doit être propre, chaque marmite doit être impeccable. C'est la norme allemande, et honnêtement, c'est mieux que dans beaucoup de cuisines de l'armée britannique où j'ai été. La brigade de pompiers, la sécurité dans les moindres détails. En fin d'après-midi, Müller montra à Patterson quelque chose qui le laissa sans voix. Une brigade de pompiers complète à l'intérieur du camp. Les baraquements en bois sont inflammables, expliqua Müller. Les normes de sécurité allemandes exigent une protection contre les incendies. Nous avons donc construit une caserne de pompiers, à l'intérieur, un camion de pompiers allemand, fabriqué en 1938, un Opel Blitz avec un réservoir d'eau de 1200 litres, 40 extincteurs répartis dans tout le camp, un réservoir d'eau de 80 000 litres sur une tour de 12 mètres de haut pour la pression de l'eau en cas d'urgence. Nous avons formé 60 prisonniers de guerre comme pompiers, dit Müller. Formation allemande, normes allemandes. Si un incendie se déclare, ils peuvent réagir. Nous avons également installé 12 bornes d'incendie, tous les 100 mètres, sécurité incendie allemande. Patterson se dirigea vers l'une des bornes d'incendie et tourna la vanne. L'eau jaillit, avec une forte pression. Il estima à 4 bars, suffisant pour une lutte efficace contre les incendies. Vous avez fait plus pour notre sécurité que beaucoup de camps militaires américains pour leurs propres soldats, dit Patterson doucement. Müller le regarda sérieusement. « Lieutenant Patterson, comprenez bien, vous êtes nos prisonniers, oui, mais vous êtes aussi des soldats. Vous vous êtes battus pour votre pays, comme nous pour le nôtre. Cela mérite le respect. Et le respect signifie que nous protégeons vos vies, même en captivité. C'est l'honneur allemand, la bibliothèque, l'esprit et la dignité. » La dernière étape de la visite fut inattendue. Une bibliothèque. Müller conduisit Patterson dans une baraque transformée, remplie d'étagères, 2847 livres, dit Müller. Collectés par la Croix-Rouge, par des donateurs allemands et même par des organisations humanitaires britanniques, via la Suisse neutre, en allemand, en anglais, en français, et même quelques livres en polonais. Chaque prisonnier peut lire, apprendre et entraîner son esprit. Patterson parcourut les étagères. Il trouva Shakespeare, Goethe, Dickens, et même des manuels techniques d'ingénierie. Les Allemands autorisaient leurs prisonniers à apprendre, à se perfectionner. L'éducation, dit Müller, fait partie de la culture allemande. Nous croyons que, même en captivité,
Un homme ne doit pas perdre son esprit. Nous offrons aussi des cours d'allemand. Certains de vos camarades apprennent l'allemand pour communiquer avec les gardes. D'autres l'apprennent par intérêt pour la culture allemande. Un major britannique plus âgé, assis dans la bibliothèque et lisant, fit un signe de tête à Patterson. Les Allemands sont sacrément organisés, mais je dois avouer, cette bibliothèque a sauvé ma santé mentale. Sans livres, je serais devenu fou. Les dessins techniques, la preuve de la perfection allemande. Le soir, à 19h15, Müller invita Patterson dans son bureau. Là, sur une table massive en bois, il déploya 347 pages de dessins techniques. C'est Stalag Luft 3, dit Müller. Chaque dessin a été créé par des ingénieurs allemands. Chaque baraque a été planifiée. Chaque tuyau a été calculé. Chaque mètre de fil a été documenté. Patterson étudia les dessins. Ils étaient impeccables. Chaque ligne tracée parfaitement, chaque mesure notée, chaque détail réfléchi. Ce n'était pas seulement un camp de prisonniers, c'était un chef d'œuvre d'ingénierie allemande de pointe. « Pourquoi me montrez-vous cela » demanda Patterson. Müller se pencha en arrière. « Parce que je veux que vous compreniez. Nous, les Allemands, nous ne construisons pas pour aujourd'hui. Nous construisons pour l'éternité. Même un camp de prisonniers de guerre doit respecter les normes allemandes. C'est notre fierté, c'est notre identité. » Patterson feuilleta les dessins. Il trouva les plans du système de drainage, du réseau électrique, du système sanitaire, des bornes d'incendie, et même des plans pour de futures extensions. Les Allemands avaient pensé à tout. « Quand la guerre sera finie, » dit Patterson à voix basse, « et quand je retournerai en Amérique, je parlerai de ce camp à mes étudiants. Je leur dirai, les Allemands sont l'ennemi, oui, mais ce sont aussi des maîtres de l'ingénierie allemande de pointe. Et nous pouvons apprendre d'eux. » Müller hocha la tête. Gravement, c'est tout ce que j'espère. Que, même dans cette terrible guerre, quelque chose de positif survive. Le respect, la compréhension, l'appréciation de la qualité et de l'humanité, les voix des autres, confirmation de l'ingénierie. Patterson n'était pas le seul impressionné par l'ingénierie allemande de pointe. Au cours des semaines suivantes, il parla à des dizaines d'autres prisonniers. Le squadron leader Roger Bushel, RAF, qui organisera plus tard la célèbre Grande Évasion, dit « Je hais les nazis. Mais je respecte l'ingénierie allemande de pointe. Ce camp est mieux construit que la plupart des bases militaires britanniques que j'ai vues. Les Allemands comprennent, la qualité n'est pas une option. » Le capitaine James Clark, USAF, dit « Mon père est entrepreneur en bâtiment dans l'Ohio. Je lui ai écrit une lettre sur ce camp. J'ai décrit le système de drainage, l'électricité, les installations sanitaires. Il m'a répondu « Ça a l'air d'être une planification meilleure que la plupart des lotissements américains. » Le lieutenant Pierre Moreau, armée de l'air française, dit « Les Allemands sont méthodiques. Tout a un plan, tout a une raison. Parfois, c'est frustrant. Cet ordre allemand. Mais je dois l'admettre, ça fonctionne. L'impact psychologique, le respect par la qualité. L'ingénierie allemande de pointe eut un effet inattendu. Elle créa le respect. » Patterson et d'autres prisonniers commencèrent à voir leurs gardes allemands, non pas comme des monstres, mais comme des soldats professionnels et des ingénieurs compétents. « Si les Allemands mettent autant d'efforts dans un camp de prisonniers, » dit Patterson à Murphy, « alors ce ne sont pas les barbares fanatiques que la propagande veut nous faire croire. Ce sont des hommes professionnels, fiers, pédants, mais des hommes. » Ce respect conduisit à la coopération. Les prisonniers de guerre travaillèrent plus volontiers dans la cuisine, dans le service d'incendie, pour les travaux d'entretien. Non pas parce qu'ils devaient, la Convention de Genève interdisait le travail forcé pour les officiers, mais parce qu'ils acceptaient le camp comme leur foyer temporaire, et personne ne laisse son foyer se délabrer, même si c'est une prison. Les gardes allemands remarquèrent ce changement.
Le capitaine Müller écrivit dans un rapport à ses supérieurs: la qualité de notre construction a fait plus pour l'ordre et la coopération que n'importe quelle menace ou punition. Les prisonniers nous respectent parce que nous les avons respectés, par notre ingénierie allemande de pointe, l'obscurité demeure, l'équilibre de la vérité. Mais Patterson n'était pas naïf. Il savait que Stalag Luft 3 n'était pas représentatif de tous les camps allemands. Il entendit des rumeurs sur les camps de concentration, sur les atrocités sur le front de l'Est, sur l'assassinat systématique de civils. « Müller, dit-il un soir, je respecte ce que vous avez construit ici. Mais je sais que ce n'est pas toute l'histoire de l'Allemagne nazie. » Müller regarda longuement, silencieusement, par la fenêtre. Puis il dit doucement: « Vous avez raison. Il y a des choses sombres, des choses très sombres, qui se passent dans cette guerre. Je suis un soldat. Je construis des camps pour prisonniers de guerre selon la Convention de Genève. C'est mon devoir, et je l'accomplis avec la perfection allemande. Mais il y en a d'autres qui ne respectent aucune convention. C'est notre honte nationale. » Patterson hocha la tête. À ce moment, il comprit. Il n'y avait pas les Allemands. Il y avait Müller, un ingénieur professionnel et un soldat honorable. Et il y avait des monstres. C'était la réalité complexe de la guerre, l'impact à long terme, amitié d'après-guerre. Après la guerre, Patterson et Müller restèrent en contact. En 1951, Patterson visita l'Allemagne pour rencontrer Müller. Ils se promenèrent ensemble dans les ruines de Sagan, qui se trouvaient maintenant en Pologne. « Votre camp est toujours là, » dit Patterson. « Les baraques sont délabrées, mais les gouttières en béton, le système de drainage, les fondations, ils sont toujours là. La qualité allemande perdure. » Müller sourit tristement. « Je suis fier de ce travail, mais j'aurais aimé utiliser mon ingénierie allemande de pointe pour la paix, pas pour la guerre. »« Vous avez sauvé des vies, » dit Patterson. « Vos normes d'hygiène ont empêché les épidémies. Votre système de chauffage a empêché les gelures. Votre sécurité incendie a empêché des catastrophes. Vous étiez un ingénieur dans une guerre, mais vous avez conservé votre humanité. » Les deux hommes s'embrassèrent. Anciens ennemis, maintenant amis, unis par le respect de l'ingénierie et de l'humanité. L'héritage, l'ingénierie comme pont. Aujourd'hui, des décennies après la guerre, le Stalag Luft 3 est cité en exemple, pour l'ingénierie allemande de pointe, OI, mais aussi pour la possibilité de l'humanité en temps de guerre. Les plans techniques que le capitaine Klaus Müller a montrés à Patterson sont aujourd'hui conservés dans des archives. Ils sont étudiés dans les écoles d'ingénieurs comme exemple de planification efficace avec des ressources limitées. Après la guerre, Patterson est devenu professeur de génie civil à l'université Cornell. Dans chaque cours, il racontait l'histoire du Stalag Luft 3 près de Sagan. « Mesdames et messieurs, disait-il à ses étudiants, l'ingénierie n'est jamais neutre. Elle peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Les Allemands ont construit des camps d'extermination avec l'efficacité allemande. C'est notre sombre avertissement. Mais ils ont aussi construit des camps de prisonniers de guerre avec l'humanité allemande. C'est notre espoir. Choisissez sagement comment vous utilisez vos compétences. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au Stalag Luft 3, pendant son existence de 1942 à 1945, moins de 0,5% des prisonniers sont morts de maladie ou de malnutrition. Dans les camps soviétiques comparables, le taux de mortalité était de plus de 30%. La différence, l'ingénierie allemande de pointe, les normes d'hygiène allemandes, le respect allemand de la Convention de Genève, la signification moderne, ce que nous pouvons apprendre. L'histoire du Stalag Luft 3 nous enseigne, même dans les périodes les plus sombres, le professionnalisme et l'humanité peuvent survivre. Les ingénieurs allemands qui ont planifié ce camp n'ont pas pu arrêter la guerre, mais ils ont pu s'assurer que leurs ennemis étaient traités avec dignité. C'est l'héritage complexe de l'Allemagne nazie.
Une cruauté sans limite dans les camps de concentration, un génocide systématique, une guerre d'anéantissement à l'Est. Mais en même temps, dans les camps de prisonniers de guerre pour les alliés occidentaux, le respect du droit international, l'ingénierie allemande de pointe au service de l'humanité, le professionnalisme même envers les ennemis. Les historiens débattent aujourd'hui. Le Stalag Luft 3 était-il de la propagande? Un camp modèle pour gagner une réputation internationale? Peut-être, mais pour les 10 000 hommes qui y vivaient, c'était réel. Les douches chaudes étaient réelles. Le fossé de drainage était réel. La sécurité incendie était réelle. Et leur taux de survie était réel. YouTube Super Thanks, soutien à la précision historique. Cette histoire n'est pas de la propagande. C'est une réalité historique complexe. Mon grand-père, le capitaine Harold Morrison, était lui-même prisonnier de guerre dans un camp allemand. Il me parlait de l'ordre allemand, de la propreté allemande, du respect allemand des règles. Mais il m'a aussi parlé des horreurs qu'il a vues après la libération, lorsque les troupes alliées ont découvert les camps de concentration. L'histoire n'est jamais noire ou blanche. Elle est grise, compliquée, pleine de contradictions. Si ce récit historique nuancé est important pour vous, si la préservation de ces vérités complexes est importante, alors les Super Thanks de YouTube soutiennent directement l'accès à plus d'archives, plus d'entretiens avec des témoins de l'époque, plus de documents techniques. Chaque Super Thanks me permet de passer des semaines dans les archives militaires allemandes et alliées, au lieu de produire des histoires simplifiées à base de clickbait. Il s'agit d'honorer toute la vérité, le bien, le mal, le compliqué. Les historiens de la prochaine génération ont besoin de ces nuances. Super Thanks contribue à les préserver. La dernière leçon, l'ingénierie reflète les valeurs. Patterson a écrit dans ses mémoires, en 1985, un an avant sa mort. Le Stalag Luft 3 m'a appris « La façon dont nous construisons reflète ce que nous sommes ». Les Allemands construisaient avec précision parce que la précision était leur valeur. Ils construisaient des installations hygiéniques parce que l'hygiène était une norme allemande. Ils construisaient des structures sûres parce que la sécurité faisait partie de leur éthique. En tant qu'ingénieurs, nous pouvons beaucoup apprendre de cet engagement envers la qualité, mais en tant qu'êtres humains, nous devons veiller à ce que cette qualité soit toujours au service de l'humanité, jamais de sa destruction. C'est l'héritage ultime du Stalag Luft 3. Non pas comme une excuse pour l'Allemagne nazie, les crimes restent inexcusables, mais comme preuve que même dans un régime criminel, des hommes et des femmes pouvaient choisir de faire ce qui était juste. Le capitaine Klaus Müller et ses ingénieurs ont choisi de construire un camp qui protégeait la vie. Cela ne justifie pas le régime, mais cela prouve l'humanité est toujours un choix. Commentaire CTA. Vos histoires. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette histoire complexe? Beaucoup de mes spectateurs ont partagé des histoires de famille incroyables. Des grands-pères dans des camps allemands, des actes d'humanité inattendus, des détails techniques qui ont traversé les générations. Votre famille a-t-elle eu des liens avec des camps de prisonniers de guerre? Des parents allemands ou alliés ont-ils vécu des expériences similaires? Chaque commentaire est un morceau d'histoire que nous préservons ensemble. Assurons-nous que ces histoires nuancées nous survivent à tous, comme un avertissement et comme un espoir à la fois.